Veuillez vous asseoir. Je prends la parole au nom de l'ensemble des structures du Front populaire ivoirien pour vous présenter, camarades présidents, nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2026. Que l'année 2026 vous apporte une bonne santé, une paix intérieure et une force morale toujours plus grande pour continuer à guider notre parti sous la protection renouvelée du Seigneur Tout-Puissant. Que cette année 2026 soit aussi celle de la consolidation des structures et de l'engagement continu des animateurs de notre formation politique. Camarades présidents, l'année qui vient de s'écouler, l'année 2025, n'a pas été sans épreuve. 2025 a été très houleux pour le Front populaire ivoirien. Aussi voudrais-je, sans forcément regarder dans le rétroviseur, rappeler la grande frustration que les militants du Front populaire ivoirien ont vécue avec le rejet de votre candidature pour l'élection présidentielle qui s'est déroulée en octobre 2025. Cette élimination arbitraire a empêché le parti de participer à cette compétition électorale, même si les conditions et l'organe chargé de l'organisation étaient décriés. Le blocus fait autour de votre résidence ce soir du dimanche 12 octobre 2025 réveille encore en nous de mauvais souvenirs. Mais, grâce à votre courage, à votre résilience et à votre leadership, le Front populaire ivoirien, notre parti, est resté debout, fidèle à sa ligne, fidèle à son combat pour la justice et la démocratie. Oui, camarades présidents, au-delà du Front populaire ivoirien, toute l'opposition est très essoufflée. L'opposition est stressée. Vous l'avez souligné lors de votre adresse à la nation. Cette opposition vous regarde. Les Ivoiriens désemparés, désorientés, dans leur grande majorité s'interrogent sur notre capacité, sur la capacité de l'opposition à exprimer non seulement leur détresse, mais surtout à porter leurs aspirations légitimes pour une Côte d'Ivoire réconciliée, digne et véritablement démocratique. Camarades présidents, en ce début de l'année nouvelle, nous, les responsables de la direction du Front populaire ivoirien, des conseils politiques régionaux, des fédérations, des sections, des structures spécialisées, ainsi que l'ensemble des militants, tenons à vous réaffirmer notre disponibilité constante et notre engagement sans réserve à œuvrer dans la discipline et la détermination pour le rayonnement du Front populaire ivoirien et le renforcement de sa présence sur l'ensemble du territoire national. Recevez une fois encore, camarades présidents, nos vœux de longévité, de succès et de bonheur personnel. Que Dieu guide vos pas, éclaire vos décisions et vous accorde la force nécessaire pour continuer cette noble mission au service de notre parti, le Front populaire ivoirien, et de la nation, notre pays, la Côte d'Ivoire. Vive le Front populaire ivoirien,
Vive notre combat pour la démocratie et la justice sociale. Vive la Côte d'Ivoire. En ce moment particulier de l'année où une année vient de s'achever et que s'ouvre une nouvelle année, la tradition voudrait que des hommes et des femmes qui vivent ensemble partagent une cause commune, entretiennent des relations de diverses natures, s'aménagent un moment de retrouvailles pour partager le bilan de l'année écoulée et prendre des engagements pour l'année nouvelle. Nous sommes rassemblés ce jour pour sacrifier à cette tradition. Merci à tous d'être venus nombreux honorer de votre présence cette cérémonie. Merci au secrétaire général, porte-parole du parti, pour les vœux chaleureux et militants qu'il a bien voulu m'adresser au nom des militantes et militants du parti. Je voudrais, au nom de mon épouse, vous dire infiniment merci. Il y a un an, à cette même occasion, j'avais lancé 3 appels à l'endroit de ceux qui nous gouvernent, en direction de l'opposition et du peuple de Côte d'Ivoire. J'avais alerté que 2025 serait une année capitale, une année décisive pour la démocratie, pour la paix et la stabilité. Une année d'espoir, mais aussi une année de danger. Si la Constitution était encore une fois violée, la transparence et l'inclusivité du processus électoral étaient sacrifiées et le dialogue politique méprisé. J'avais indiqué qu'il n'était pas trop tard pour faire de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025 une véritable fête, la fête d'une démocratie apaisée, inclusive et porteuse de stabilité. J'avais exhorté le chef de l'État à s'inspirer des exemples édifiants que nous offraient les pays africains, notamment le Sénégal et le Ghana. J'avais insisté sur la responsabilité particulière qui est celle du chef de l'État de veiller au respect de la Constitution, de garantir la sécurité et l'intégrité des Ivoiriennes et des Ivoiriens, ainsi que l'unité de la nation. Un an plus tard, à l'heure où nous nous retrouvons, force est de constater que cet appel n'a pas été entendu. Le président Alassane Ouattara a tourné le dos au dialogue politique et ignoré les mises en garde de l'opposition. Il a méprisé les appels des autorités morales et religieuses. Il a fait fi des recommandations des partenaires internationaux en faveur d'un scrutin présidentiel inclusif et transparent. Au lieu de rassembler, il a divisé. Au lieu de rassurer, il a crispé. Au lieu d'apaiser, il a réprimé violemment. Les conséquences de cette logique politique
de cette gouvernance politique sont encore une fois désastreuses. Encore des dizaines de morts, des milliers de blessés, des milliers d'arrestations et de nombreux dégâts matériels. La malédiction électorale continue de hanter la Côte d'Ivoire et de peser sur l'avenir du pays. M. Alassane Ouattara n'en a cure, pourvu qu'il soit au pouvoir et que lui et les membres de son clan continuent de vivre grassement aux frais de la République. Mais si la responsabilité du chef de l'État dans ce qui nous arrive est immense, celle de l'opposition politique l'est autant. C'est à celle-ci qu'il revient d'incarner une alternative crédible, de gagner la confiance du peuple pour libérer le pays d'une gouvernance despotique. À cette fin, j'avais appelé à mettre fin aux calculs personnels, aux démarches solitaires et aux ambitions sectaires. J'avais invité les leaders de l'opposition à un dépassement historique, au rassemblement pour une alternance pacifique, inclusive et démocratique. J'avais souhaité que le président Laurent Gbagbo, compte tenu de son rang et de son ancienneté, soit le catalyseur de ce rassemblement. Hélas, les leaders de l'opposition ont été incapables de prendre la mesure de la gravité de la situation et du danger que représente pour le pays le RAIDP, de résister au piège du pouvoir pour rassembler toutes les forces vives de la nation. Nous avons été incapables de dépasser nos égos. Nous sommes restés enfermés dans les logiques de chapelle, dans la culture de la discrimination et de l'exclusion. Au lieu d'un front commun de toute l'opposition, nous avons choisi l'émiettement entre les démarches individuelles et solitaires, la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, Cap Côte d'Ivoire, et le front commun PPACI, PDCI, RDA. Sans vision stratégique partagée, sans structuration opérationnelle et sans synergie entre les forces démocratiques, la lutte a sombré dès les premiers coups de semonce. Nous avons échoué sur toute la ligne. À l'évidence, nos compétences politiques et nos capacités morales n'ont pas été à la hauteur des défis. Nous avons manqué d'envergure. Les conséquences sont immenses. Au plan humain, ces dizaines de morts, ces milliers de blessés et d'arrestations nous interpellent. Je voudrais donc saisir cette occasion de vœu du Nouvel An pour adresser à nouveau aux familles qui ont été endeuillées nos sentiments de profonde compassion. Aux prisonniers, notre solidarité et notre engagement à œuvrer à leur libération. Au plan politique, les conséquences sont tout aussi lourdes. Alassane Ouattara règne désormais en maître absolu sur toutes les institutions. Les arrestations s'intensifient et n'épargnent personne. Anciens ministres, ambassadeurs, maires, députés, jeunes, femmes, enfants. Alassane Ouattara pousse son avantage pour opérer le nettoyage politique. Le tournant dynastique que son régime vient d'emprunter exige que toutes les voies dissidentes soient éteintes. Les procès politiques à grand tirage auxquels l'opinion nationale et internationale aura droit au cours de l'année achèveront le processus de sidération des populations et de pacification du pays, comme au bon vieux temps du parti unique. Pendant ce temps, les Ivoiriens souffrent. La cherté de la vie
a atteint des niveaux insupportables. On n'a rien à manger parce qu'on ne peut plus rien acheter à cause de l'inflation des prix. On partage à 2 ou 3 familles une maison de 3 pièces parce que les loyers sont hors de prix. Les Yango nous ruinent financièrement. Les bus nous abrutissent physiquement. Les conditions de vie se dégradent. Les morts se succèdent avec leur lot de charges sociales et de solidarité. On meurt de tout et de rien parce qu'on est mal payé, on mange mal, on est mal logé, mal soigné en cas de maladie. La situation du monde rural est plus dramatique. Les paysans sont abandonnés. Les filières agricoles sont prises en otage par l'État, maintenant les producteurs dans la pauvreté et la précarité. En réalité, il faut le dire avec clarté et gravité aujourd'hui, c'est tout le pays qui est pris en otage. Ses institutions, ses ressources et même sa conscience. Les institutions étatiques sont prises en otage par le clan au pouvoir, qui se maintient et prospère par le détournement et le recyclage des ressources publiques. Le détournement et le blanchiment sont le fondement de l'existence du clan au pouvoir. Les avoirs des membres du clan sont alimentés par plusieurs sources. Des pots de vin dans les négociations de contrats publics, des commissions dans la signature de marchés publics, le racket, le trafic d'influence dans les prestations de services publics, parfois par l'aliénation pure et simple et à leur profit personnel d'actifs de l'État, etc. La diversité et l'importance des sources d'enrichissement illicite expliquent l'évolution souvent fulgurante de la situation économique et sociale des membres du clan. Du jour au lendemain, ils sont transformés. Ils sont brillants. Ils accumulent les biens matériels. Leur train de vie change du tout au tout. Ces avoirs perçus illicitement sont recyclés dans des domaines qui permettent au clan de s'auto-entretenir et de prospérer. L'économie, la politique, les médias, la religion, les leaders d'opinion, etc. Du jour au lendemain, au plan économique, les membres du clan sont devenus tous et toutes des hommes et des femmes d'affaires qui parfois font la concurrence avec les opérateurs privés. Afin de contrôler les institutions qui sont la source du pouvoir, la source de leur pouvoir, ils doivent tous s'engager en politique et gagner des sièges électifs. L'ampleur du blanchiment, dans ce cas, est à la mesure de l'enjeu. La consultation électorale est réduite à une vaste campagne d'achat des suffrages. Quand dans cette foire, c'est celui qui investit le plus qui l'emporte. L'opération n'est plus une élection, c'est une vente aux enchères des sièges de députés. Avec l'argent de l'État détourné, évidemment, on peut se permettre d'acheter autant de sièges de députés que l'on veut. Il n'y a aucun mérite à cela. C'est illusoire, c'est sans consistance politique et sans avenir. Face à ce scandale, soyons donc sans complexe. Parce que, comme vous le constatez, on veut nous faire croire que nous ne sommes pas représentatifs parce que nous avons un seul député et qu'en face, il y en a qui ont 190, 200 députés. Mais que valent 200 députés qui ont été achetés aux enchères face à un député
qui a été gagné de haute lutte. Donc ne soyons pas gênés, parce que nous savons que le paysage politique auquel nous assistons n'est pas le reflet de la réalité, de la légitimité. Ce n'est pas possible qu'en 2025, on puisse dire qu'un candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire l'a emporté avec 90% des suffrages. Et que son parti, à lui seul, a près de 200 députés. C'est même honteux de penser cela de la Côte d'Ivoire après 35 ans de pluralisme politique. Et personnellement, je suis même surpris que ceux qui sont au pouvoir ne soient pas gênés d'exhiber ça à la face du monde. Parce que quand la fraude est scandaleuse, le résultat devient dérisoire, devient artificiel aux yeux de tout le monde. Et personne ne peut croire que le RHDP pèse 200 députés sur 255 qui siègent au Parlement ivoirien. De même, il n'y a aucun mérite non plus quand le verrouillage du système électoral exclut injustement des candidats, favorise la transhumance et la fraude électorale. Mais dans le processus de prise en otage du pays, il y a aussi le monde des médias qui est infiltré, clientélisé, afin d'asservir les consciences par la propagande et afin de normaliser les situations de soumission. Ce système-là, il pompe l'argent, mais il l'utilise aussi pour entretenir la pompe. Donc il sait redistribuer. Et c'est cette redistribution qu'on appelle le recyclage, le blanchiment. Parce que le blanchiment, c'est quoi? Le blanchiment d'argent, c'est quand vous avez acquis l'argent illicitement. Donc vous ne pouvez pas le déclarer. Vous ne pouvez pas le mettre à la banque. Sinon on va avoir la traçabilité, on va vous demander d'où vient l'argent. Donc ceux qui se livrent au trafic, que ce soit le trafic de drogue, trafic d'organes, l'argent là, ils ne vont pas déposer à la banque. Ils le recyclent pour que ça rentre dans l'économie. Et en général, un des domaines du recyclage, c'est l'immobilier. Parce que là-bas même, tu peux acheter tout comptant. Et le Nigérien ou le Mauritanien qui te vend le ciment, le fer, il ne va pas te poser des questions sur la provenance de l'argent. Même si tu viens avec 20 millions, 30 millions pour acheter des produits, lui, ce qu'il sait, c'est qu'on lui a acheté 20 millions. Et puis, il va aller déposer les 20 millions à la banque. Il y a son reçu de vente. Donc, il recycle l'argent. L'argent rentre. Une fois que l'argent rentre dans la banque par le canal du boutiquier, celui qui a détourné, il a transformé l'argent en immeuble. Il a transformé l'argent en société. Il a transformé l'argent en voiture de luxe. Il a transformé l'argent en un ensemble de biens. Donc on voit subitement que le gars, il acquiert plein de biens. Mais il acquiert des biens là. Il n'y a pas quelqu'un qui va lui demander, mais d'où vient que tu es ça? Et quand c'est plein ici, ils vont acheter des maisons en France, en Europe, un peu partout. Tout ça, ça fait partie du recyclage. Et c'est parce que dans les pays développés, ils sont sensibles à l'enrichissement licite
que parfois ceux qui exagèrent se trouvent en conflit avec la justice occidentale et que parfois même ils perdent tout le bénéfice de l'argent détourné. Puisque les banques suisses, les banques belges, les banques européennes finissent par mettre la main sur cet argent et il est perdu pour eux et il est perdu pour la Côte d'Ivoire. Alors, avec les médias, il faut faire en sorte que l'opposition ne soit pas vindicative sur ce que nous faisons. Donc, on va noyauter les médias qui vont encenser les membres du clan, légitimer leur politique, pendant que ces mêmes médias vouent aux gémonies les opposants au régime. Et vous le constatez sur un certain nombre de chaînes. Vous connaissez ceux qui se sont spécialisés dans ce genre de besogne, parce qu'eux aussi, ils captent leur part de l'argent blanchi. Même les hommes de Dieu n'échappent pas à la cour, à la campagne de séduction des membres du clan, qui croient naïvement pouvoir corrompre le Dieu lui-même pour obtenir sa bénédiction dans tout ce qu'ils font. Ou bien alors c'est parce qu'ils sont soucieux de soulager leur conscience chargée de péché. Les partis politiques ne sont pas en reste, ce sont des pôles de pouvoir aussi. Donc, afin de contrecarrer toute possibilité d'émergence d'un contre-pouvoir organisé, fort et susceptible d'ébranler le système, des partis politiques et des organisations de la société civile sont appâtés. Quand ils mordent à l'appât, tout change. Le discours devient complaisant. Les décisions sont ambiguës. Et les postures contribuent à renforcer le clan au pouvoir. L'année que nous avons vécue nous donne des illustrations de ce que nous n'étions pas tous forcément soucieux de lutter pour l'alternance. Nous n'étions pas tous forcément libres de nos décisions politiques, libres de participer aux élections ou de ne pas participer aux élections, libres de poursuivre le combat ou de ne pas poursuivre le combat. Et tout cela, grâce à l'œuvre d'Alassane Ouattara et de son clan. À la tête du clan, Alassane Ouattara fait régner l'ordre, la discipline et l'esprit du clan. Dans ce clan, pas de place aux ambitions individuelles, à l'esprit d'indépendance et à la concurrence interne. C'est Alassane Ouattara lui seul qui distribue les institutions et gère les carrières. Et dans ce domaine-là, personne n'a droit à la retraite. On est membre du clan à vie. Au besoin, on procède à des arrangements institutionnels, à des rafistolages pour absorber l'évolution démographique induite par le recrutement. Quand on devient nombreux, il faut trouver de la place, il faut trouver des titres. Alors, on crée une vice-présidence, on crée des postes de ministre-gouverneur, de ministre-conseiller, de ministre d'État conseiller, de haut représentant du président de la République, de grand chancelier honoraire et dernièrement de vice-premier ministre. Mais quand on fait ces rafistolages-là, parfois on finit par construire un monstre. Et c'est le docteur Franck, je ne sais pas si vous en avez parlé, vous avez entendu parler, qui à force de rafistoler, de couper ici, il a construit un monstre qu'on appelle le monstre de Frankenstein.
Mais si le clan se maintient et prospère, ce n'est pas du seul fait du génie d'Alassane Ouattara. Celui-ci est malheureusement servi par un contexte psychosocial national qui ne s'est pas totalement libéré des pesanteurs du tribalisme, du conservatisme et du providentialisme, et qui contribue à disperser les énergies et à retarder le rassemblement pour la sauvegarde de la nation. Le tribalisme affaiblit le sens de l'intérêt national. Quand on est un tribaliste, même ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire, on regarde toujours par rapport à son ethnie. Et on se décide toujours par rapport à son ethnie, mais pas par rapport à l'intérêt national. Le conservatisme, lui, il fait fi de l'évolution des idées, du mouvement de l'histoire et des changements qui s'opèrent dans le monde. Celui qui est conservateur, c'est comme il est exclu même de la société. Il est figé dans sa conception des choses, dans sa vision du monde. Tout ce qui se passe autour de lui, ce n'est pas son problème. Alors, le tribalisme et le conservatisme, tous deux n'ont que faire de la compétence et de la créativité. Tu es compétent, tu es imaginatif, tu es créatif. Le tribaliste s'en fout. On dit de trouver quelqu'un, il va aller chercher son frère de, c'est pas, Broléquin, ou bien de Bongoadou, ou bien de Tafiré. C'est ça qui est son problème. Est-ce qu'il a les compétences pour assumer cette mission dans l'intérêt du pays? Ce n'est pas son problème. Le providentialisme, c'est-à-dire la croyance en un sauveur chargé d'une mission historique, voire divine, lui soumet des intelligences à une autre intelligence. Le providentialisme, ça veut dire que cet individu qui est présenté comme un sauveur, comme un messie, tout le monde lui abandonne son intelligence. En face de lui, là, il n'y a pas d'autre intelligence. Il n'y a qu'à dicter, il n'y a qu'à dire ce qu'on doit faire, on va faire. Il n'y a qu'à dire ce qu'on doit faire, on va faire. Or, on dit qu'il y a abrutissement là où une intelligence est subordonnée à une autre intelligence. Parce que l'intelligence n'a pas besoin d'autre maître qu'elle-même. L'intelligence n'a pas besoin d'autre maître qu'elle-même. Quand tu soumets ton intelligence à une autre intelligence, on finit par te dire que tu es un abruti. Parce que tu es là, tu ne réfléchis pas. Tu te promènes dedans comme un zombie. Tu attends les ordres. Et tu n'as aucune capacité d'analyse. Aucune capacité de réflexion. Aucun esprit critique. Et à ce moment-là, vous ne participez pas au développement du monde. Et c'est ce que nous observons beaucoup en Côte d'Ivoire. Et ce sont ces situations qui expliquent aussi que nous avons du mal à avancer, à transformer, à promouvoir l'alternance. Le tribalisme, le conservatisme et le providentialisme sont des obstacles à l'émancipation et au changement, à l'alternance politique. C'est pourquoi la lutte pour l'alternance doit cibler la libération des consciences. Notre premier problème, c'est de libérer les consciences. Partout, de libérer les consciences. De faire des Ivoiriens des citoyens
qui prennent leurs décisions en leur âme et conscience, qui ont une capacité pour apprécier eux-mêmes les situations qu'ils vivent et à se déterminer sans recourir ni au tribalisme ni au providentialisme. Et je suis persuadé que si l'esprit de progrès, parce que c'est ce qu'on appelle l'esprit de progrès, ce qu'on appelle l'homme de progrès. L'homme de progrès, c'est celui qui n'est pas prisonnier du tribalisme, qui n'est pas prisonnier du conservatisme, qui n'est pas prisonnier du providentialisme, qui veut avancer. Et cette valeur est au centre de notre combat, et au centre des valeurs du socialisme. Parce que nous considérons que tout est possible. C'est pourquoi, au-delà de ce que nous vivons à l'heure actuelle, nous ne devons pas désespérer. Nous ne devons pas considérer que tout est gelé, tout est bouclé, tout est définitivement acquis. Nous avons encore notre mot à dire. Nous avons encore un combat à mener. L'heure n'est ni au découragement, ni à la résignation. Au contraire, 2026 doit être l'année de la résistance et du sursaut. Je voudrais que ce soit ce thème que vous ayez en tête en rentrant. 2026 doit être l'année de la résistance et du sursaut, parce que nous ne pouvons pas abandonner la Côte d'Ivoire dans la situation où elle se trouve. Nous ne pouvons pas laisser Ouattara conduire son processus de succession dynastique. Nous devons libérer le pays. C'est vrai, nous allons nous attendre à une année difficile. Mais c'est parce que les choses sont difficiles que nous nous sommes engagés dans la politique. C'est parce que les choses sont difficiles que nous avons créé le Front populaire ivoirien. Parce que quand c'est difficile, quand c'est dur, comme on dit, ce sont les durs qui avancent. Et nous sommes un parti de durs. Nous devons faire preuve de sursaut et d'engagement politique. Le sursaut doit viser à libérer le pays du système clanique. Or, cette libération exige une clarification de notre stratégie. Nous devons tirer avec lucidité les leçons de nos échecs passés dans la lutte pour la liberté, la démocratie et l'alternance. Nous avons bâti une stratégie en nous appuyant principalement sur des leaders politiques, sur l'élite politique, en attendant parfois que nous puissions nous entendre avec cette élite pour mener ensemble le combat. Et les résultats sont là. Et ils ne datent pas d'aujourd'hui. Je pourrais même dire que depuis que le Front populaire ivoirien a perdu le pouvoir, en 2011, nous sommes dans ce schéma. Mais ce qui s'est passé en 2025 est éclairant. C'est pourquoi nous devons, avec lucidité, en tirer les enseignements. Et le sursaut exige donc une révolution des mentalités et un engagement politique. La révolution des mentalités consiste à rompre avec la résignation, la peur et l'acceptation passive de l'injustice qui fragilise notre démocratie.
Ouattara, par les arrestations massives, veut nous inculquer la peur. Pour qu'à la limite, nous ayons même peur de nos ombres. Pour qu'à la limite, nous ayons même peur d'exercer notre droit constitutionnel à penser et à parler. Nous n'aurons pas peur, parce que nous avons exorcisé la peur il y a longtemps. Et cette révolution des mentalités suppose que chaque Ivoirien et chaque Ivoirien prenne conscience que le pouvoir n'est pas une propriété privée, que l'État appartient à tous et que l'alternance n'est pas une faveur, mais un droit. Cette révolution passe par le rejet du clientélisme, de la corruption, de l'instrumentalisation des identités et de la violence politique, au profit d'une culture de la responsabilité, de la citoyenneté active et du respect des règles communes. Ce serait la même chose pour l'engagement politique, qui nous invite à refuser l'indifférence face aux injustices, aux dérives autoritaires et à la confiscation de la démocratie. Mais pour tout cela, nous devons rompre aussi avec les combats de personnes pour porter le combat du peuple, pour porter les combats d'idées, des projets de société et une vision crédible pour la Côte d'Ivoire. Nous devons comprendre que le salut de la Côte d'Ivoire ne viendra pas d'un homme providentiel, ni d'une illusion messianique, mais de l'engagement du peuple conscient, mobilisé et déterminé. Il nous faut rompre avec le providentialisme et promouvoir une vision résolument progressiste, fondée sur la responsabilité individuelle et collective. Nous devons ensemble prendre en main notre destin. C'est la mission que nous allons nous donner cette année. Nous projeter. Nous affirmer. Prendre en main notre destin. Prendre la tête du combat pour la libération de la Côte d'Ivoire. Pour cela, nous avons un ensemble de réformes à engager, de restructuration à faire. Pour remobiliser nos militants, redynamiser nos structures. Nous avons déjà fait suffisamment de réformes avec la création des CPR. Et en 2026, les CPR devront jouer un rôle encore plus important. Nous devons tirer profit. Parce que ce sont les CPR qui doivent être la cheville ouvrière de la lutte. C'est autour des CPR que nous devons bâtir la redynamisation du parti. Or, les dernières élections ont bien montré que nous avons encore du travail à faire. Nous avons pu présenter 21 candidats. Ça veut dire que des CPR, de nombreux, la grande majorité des CPR n'ont pas présenté de candidats. C'est un symbole fort de ce que les CPR n'ont pas encore atteint le niveau escompté. Parce qu'un parti politique
c'est une machine à produire des élus. À commencer par le poste de président de la République, jusqu'au poste de conseiller municipaux et conseiller régional. Voilà la raison d'être d'un parti politique. Un parti politique, ce n'est pas seulement pour tenir des comités centraux, des secrétariats généraux, faire des conférences de presse, organiser une journée de militants, fête de la liberté, etc. Tout ça, c'est bon si ça permet, le moment venu, de faire élire un candidat du parti. Si ce n'est pas le cas, c'est comme un élève qui a passé toute l'année à étudier et le jour du bac, il a fait l'école buissonnière. Ou bien qui ne s'est pas présenté parce qu'il sait que pendant toute l'année, il n'a fait que tricher et qu'il n'est pas prêt à réussir le bac. Tous les vice-présidents chargés des CPR qui n'ont pas présenté le candidat, là, j'ai vu l'éléphant, j'ai vu le bélier, mais je veux voir le député. Parce que c'est ça, pour ça que nous faisons la politique. C'est pas normal que dans un CPR, il n'y ait pas de candidat, qu'il y a un vice-président chargé de la région. C'est pas normal. Et il faut que les vice-présidents chargés des régions prennent conscience de ça. Ils prennent conscience que quand tu es vice-président d'une région, ce qu'on attend de toi, c'est que à la fin de la campagne, tu viens dire voilà celui que j'ai fait élire ici. S'il n'y a pas de candidat, toi-même, tu dois être candidat. Parce que même à la limite, si dans une région, le vice-président chargé de la région n'est pas un élu, et puis il y a eu un élu, normalement c'est l'élu qui doit prendre sa place. Oui, c'est ça. C'est normalement l'élu qui doit prendre sa place. Parce que toi, tu ne peux pas être le vice-président, tu ne peux pas être mon patron, alors que moi je suis élu, et puis toi tu n'es pas élu. C'est pas logique. Parce que c'est l'élection qui permet de savoir qu'on a un ancrage. C'est l'élection qui permet de savoir qu'on pèse, qu'on a une audience quelque part, qu'il y a des gens qui comptent sur toi. Ce n'est pas la nomination faite par le président du parti. C'est un acte administratif. Ce n'est pas ça qui fait la force d'un vice-président. Ce qui fait la force, ce qui doit faire la force d'un vice-président et de tout cadre qui milite dans une région, c'est son ancrage politique dans son village, dans sa sous-préfecture, dans son département, dans sa région. C'est ça. C'est son ancrage. Si tu n'as pas d'ancrage, c'est que tu es encore au CPR. Chaque cadre qui veut faire la politique doit tout faire pour avoir un ancrage. Ou bien vous avez un ancrage territorial parce que vous pouvez aider à faire gagner quelqu'un ou même être élu, ou bien vous avez une compétence technique qui fait que le parti a besoin de ça pour enrichir son programme de gouvernement. Et il n'est même pas exclu que celui qui a même une compétence technique, une expertise, soit aussi un élu qui cumule les deux fonctions. S'il est techniquement compétent et qu'il est en plus un élu, c'est comme s'il a deux diplômes. Il a un diplôme général et puis il a une spécialisation. Celui-là, si un jour il y a des postes à distribuer, il a plus de chances de passer devant quelqu'un qui n'est qu'un technicien ou bien qui n'est qu'un élu.
Donc cette année, nous allons mettre l'accent sur la redynamisation des CPR et surtout sur le contrôle du fonctionnement des CPR. Parce que nous avons besoin d'élus. Et c'est parce que nous avons besoin d'élus que je voudrais saluer celui qui a sauvé l'honneur, l'honorable Dibi Kogora Bernard. Pour sa brillante victoire dans la circonscription électorale d'Andé. Quand j'ai décidé de ne pas me présenter à cette élection et que nous avons fait le choix de Dibi Kogora Bernard, il y a eu beaucoup de supputations. Certains pensaient que bon, c'était une fuite. Mais nous n'avons pas peur des épreuves. Et quand nous décidons de nous engager, c'est que nous nous engageons. Donc si j'ai décidé de ne pas m'engager, c'est parce que j'ai trouvé que le temps était venu de permettre la relève. Et ça, c'est une ligne de conduite, c'est une culture. Ou bien on est un démocrate, on est quelqu'un qui n'est pas attaché viscéralement à des honneurs, à des fonctions, ou bien on ne l'est pas. Je ne vois pas pourquoi je vais m'attacher au poste de député. Et je l'ai dit à tous les camarades qui travaillent avec moi que ces postes qui se passent au niveau local, j'ai été toujours candidat tant qu'on n'était pas prêt, tant qu'on n'avait pas une relève. Mais maintenant qu'il y en a, pourquoi je vais forcément vouloir être député? Puisque ce n'est pas à cause de l'argent qu'on se lance dans cette aventure. C'est pour servir. Et on ne peut pas seul tout servir. On ne peut pas être seul à la fois maire, député, etc., etc. C'est pourquoi d'ailleurs dans notre programme, nous avons dit que si demain nous sommes à la tête de ce pays, il n'y aura pas de cumul de mandats. Celui qui veut être maire, il est maire. Celui qui veut être député, il est député. Mais on ne peut pas trouver de député maire. Ça n'a pas de sens. Pourquoi une seule personne va être député maire alors qu'il y a plein de cadres qui eux aussi ambitionnent, il faut les préparer. On ne va pas faire comme Ouattara. Ou même des vice-présidents de la République vont se présenter au poste de député. Tu vas faire quoi avec député? Quelle est la signification? Ça n'a pas de sens. Mais ça montre bien qu'on n'a pas la même culture politique. Donc c'est pour ça que Dibi Kogora, qui a fait ses preuves, et nous avons préparé tout ça. Puis je savais qu'à un moment donné, il faut passer le relais. Il faut préparer les gens. Il faut préparer les gens. Quand on a gagné le conseil régional, je l'ai nommé vice-président résident du conseil régional. Pour que résident et vice-président puissent commencer à tisser ces réseaux, à connaître les leaders d'opinion, les opérateurs économiques, tous ceux avec qui nous travaillons en tant que conseil régional. Mais mieux, j'ai dit, bon, il faut que je lui donne la vice-présidente chargée de la région du Morono. Comme ça va renforcer. Ce n'est pas seulement le conseil régional, mais il aura la responsabilité d'installer les structures du parti. Si c'est lui qui a installé les fédérations, les sections, demain, s'il est candidat, il va avoir une émulation. Il est déjà connu des responsables locaux, sa campagne sera plus facile. Donc c'est tout
naturellement, quand on l'a désigné, au cours d'une réunion, il n'y a pas eu une seule voix dissonance. Tout le monde dit non, c'est lui. Et quand il est passé dans sa campagne, partout, il était connu. Je n'avais même pas eu besoin de m'impliquer dans la campagne. De quoi nous avons fait seulement 3 meetings ensemble dans les 3 chefs-lieux du département. Tout le reste, c'est lui-même qui l'a fait. Parce que quand on délègue, quand on transmet, on transmet. On ne peut pas transmettre et puis on est derrière. Pour continuer à exercer une sorte de tutelle. Et puis un jour, on va dire, bon d'ailleurs, il va être candidat et puis il va lui laisser l'enveloppe vite. Quand on transmet, on transmet. Et il faut avoir le sens de la transmission. Il faut avoir le sens de la transmission. Parce que je dirais même que c'est divin. C'est divin parce que la première chose que Dieu nous a donnée, c'est le pouvoir de procréation. Le pouvoir de procréation, c'est le premier acte de transmission. Transmettre ses gènes à celui qui va vous remplacer demain. Son ADN à celui qui va vous remplacer demain. C'est le premier acte que Dieu nous a donné. Donc c'est un acte divin. Et chacun doit veiller à ça. Et même à un moment donné, prendre la mesure de ce que c'est le moment de transmettre. Et puis le faire. Parce que si tu ne le fais pas, Dieu ne va pas te bénir. Et si Dieu ne te bénit pas, tu risques d'être humilié. C'est ce que je dis toujours. Qu'il y a 2 façons de finir pour un homme. Ou bien on t'appelle tonton, parce que tu as su transmettre, tu as su te désengager de ce qui n'est plus de ton âge. Tu étais le meilleur danseur du village. Maintenant, tu as 65 ans, 70 ans. Quand les jeunes s'amusent là, même si tu es là, tu ne vas pas aller te mettre au milieu et puis tu es en train de faire n'importe quoi. C'est plus de ton âge. Les jeunes vont te regarder bizarrement. Si tu es le meilleur footballeur, à cet âge-là, tu ne peux plus courir, tu ne peux plus faire. Les jeunes sont en train de jouer entre eux. On va venir te mettre dedans, parce que c'est toi qui étais le milieu du terrain, tu vas leur faire perdre. Alors quand tu fais comme ça, à un moment donné, quand les jeunes ils parlent entre eux, puis on leur demande le match là, comment ça s'est passé? Ils vont dire, mais c'est pas le vieux con là qui nous a fait perdre. C'est pas le vieux con là qui nous a fait perdre. Tu vas dire qu'ils t'ont insulté. Mais si tu t'étais mis à l'écart pour les regarder, les conseiller, cela n'arrive pas. Si tu t'es mis à l'écart, c'est même qui vont aller te voir pour te dire, bon, tonton, on a un match le dimanche, est-ce que tu peux nous aider à payer le transport des joueurs? C'est le nom de tonton là qui va précéder toutes les choses. Donc, ayez le sens de la transmission. Et Dieu va vous bénir. Alors, tout ce que nous aurons à faire, nous l'avons déjà commencé. Que ce soit les opérations Zrama, Marée Bleue, nous avons déjà fait. Que ce soit la communication, nous avons déjà, dans les années passées, établi une matrice pour renforcer notre capacité de communication. Cette année, nous allons encore nous impliquer fortement parce que nous ne sommes pas suffisamment visibles. Les uns et les autres nous le reprochent. Cette année,
À partir du moment où nous avons dit que nous ne serons plus à la queue, mais à la tête, nous devons être visibles dans les médias. Donc voilà, chers amis, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ce que j'avais à vous dire, c'est que le fait que nous ayons fait l'alternance, la transmission à Bongonou, ne signifie pas que mon combat est terminé. Parce que là aussi, il y a certains qui ont commencé à spéculer. Pour eux, c'est comme si Afi se retirait de la vie politique parce qu'il n'est plus député. Mais je n'ai pas besoin du poste de député pour parler. Je n'ai pas besoin du poste de député pour m'exprimer sur la vie nationale. Je n'ai pas besoin du poste de député pour me faire inviter à travers le monde. Parce que j'ai occupé des postes suffisamment importants. Et j'ai été pendant 10 ans député de la nation. Donc, si c'est pour que je sois visible, ce n'est pas le poste de député. Il y a plein de députés qui ne sont pas visibles parce qu'ils vont s'asseoir à l'Assemblée pendant toute une année. Leur existence, leur présence se limite à lever la main pour voter ou pour ne pas voter. Donc la visibilité, elle ne se trouve pas forcément dans le fait d'être forcément assis à l'Assemblée. Et quand je vois même aujourd'hui dans l'hémicycle certains qui auraient mieux à faire que d'aller, je suis peiné. Mais on sait qu'au RAIDP en particulier, c'est comment bloquer le poste pour le RAIDP qu'on s'engage dans la politique. Nous, c'est autre chose. C'est pourquoi je voudrais vous rassurer que la configuration de la vie politique ivoirienne aujourd'hui nous invite à plus d'engagement. Je ne peux pas me retirer au moment où la Côte d'Ivoire a besoin de la mobilisation de ses fils. Je ne peux pas me retirer au moment où le Front populaire ivoirien a besoin de sursaut, de résister à ce qui arrive et de sursaut pour reconquérir le pouvoir. Donc, nous sommes encore ensemble et nous allons nous battre en 2026 afin que, à l'occasion des prochaines élections, je ne sais pas à quel moment elles vont arriver, mais le Front populaire ivoirien retrouve le fauteuil présidentiel pour poursuivre sa marche en avant. Bonne et heureuse année 2026 aux uns et aux autres. Vive le Front populaire ivoirien, vive la Côte d'Ivoire, et je vous remercie. Du Front populaire ivoirien et les présidents des cellules des enseignants. Le digne Bongonou sous-préfecture, le digne successeur dans Bongonou sous-préfecture, le président du parti. C'est après cela que nous allons voir défiler les présidents des conseils politiques. CPR, nous aurons le défilé également du cabinet du président, suivi du personnel du siège. Merci. Alors, nous venons de boucler le premier passage des présidents des organes du Front populaire ivoirien. On suivre maintenant les élus, celui qui a pu remporter au nom du Front populaire ivoirien les dernières élections d'Inajobi qui ouvrent ce passage. Elle est toute heureuse de retrouver son président. Cela fait chaud au cœur de voir que notre président, les élus,
Le président retrouve tout son monde aujourd'hui après un break lié aux différentes élections. Aujourd'hui, c'est la communion totale entre le président et ses militants. C'est que la région de la Maine est composée de 4 départements de ce conseil politique-là qui a à sa tête le ministre Yapouassi Benjamin qui va ouvrir tout à l'heure le défilé des CP. Je voudrais souligner également que au niveau des cadeaux, le CPR du Monéba a un présent pour le président. Ok, cela a été important de le souligner. Alors, tous les militants devront se retrouver, ceux qui sont présents aujourd'hui, devront se retrouver dans leurs différents CPR. Vous êtes vice-président, vous êtes secrétaire général adjoint, mais vous êtes originaire d'une région. Donc, vous devez être présent dans les différentes organisations, dans les différents conseils politiques régionaux. On va demander maintenant à l'armée de s'avancer maintenant un peu. L'armée se prépare. À sa suite, le Grand Togo. Alors, Larissa, tu as le document de voter. Donc, je vais donner au fur et à mesure. Okay. Voilà, merci beaucoup. La main peut commencer à avancer. La main est conduite par son premier responsable, le ministre Yapouassi Benjamin. À sa suite, la vice-présidente Annie Dielor, la SGA Assi Esther, le SGA Sekama, le SGA ainsi que les SNB. À la suite du Contogo, c'est la région du Sud Congo qui se prépare. Alors, oui, il faut signaler que à la fin de la présentation des vœux par CPR, il y aura une photo d'ensemble. S'il te plaît, nous demandons au vice-président du Grand Togo de faire d'avancer ici parce que le CPR l'attend. Le vice-président Ngetia Yaoufouman. Oui, je l'ai vu remonter tout à l'heure, je l'ai vu remonter là, je l'ai vu remonter. Le vice-président Ngetia Yaoufouman est le CPR sera, ce CPR là comprend le département de Fondou. Merci beaucoup. Merci au Contogo. Et le Contogo faut rester pour nous ensemble à la fin. La Congoé avance. À sa suite, la région du Lot d'Ivoire. Le Sud Congoé. Le SGA Betty Stanislas. CPR du Sud Congoé. Le CPR du Lot d'Ivoire avance. Le Lot d'Ivoire maintenant. Allez derrière. Cette région est composée de Allez derrière carrément. Vous attendez là-bas. Voilà, allez, attends. Le CPR du Lot d'Ivoire avec à sa tête la vice-présidente Abané Yvonne. Et ensuite la région Attends là-bas, attends. Eux se préparent. Allez, attends. Je voudrais saluer la vice-présidente Yvonne Aban, toujours présente pour le combat du Front populaire ivoirien. La région du Grand va faire son entrée maintenant, avec à sa tête le vice-président Libigio. Et il faut signaler que la région du Grand est composée du département d'Oumé et de Gagnon. À la suite,
Ensuite, de la région du Gaulle, nous aurons la région du Haut-Sassandra 1, conduite par le vice-président. C'est maintenant. Avancez, avancez. La région du Gaulle avance. Attention. Voilà. Merci beaucoup. Le vice-président Louis Aubin suivi de Arsène Dédi, qui n'est plus à présenter au sein du Front populaire ivoirien. Merci jeune frère, merci pour tout ce que tu fais pour le parti, merci pour tout ce que tu fais pour le président. Merci beaucoup, merci. Merci. Le CPR du Brequet se prépare, conduit par le vice-président Yao Kwasi Raphaël. On va commencer à s'aligner déjà. Arsène, on se met comme ça pour la photo de famille. Annoncer le CPR qui suit. Cette région-là est composée du département de Daloa et de Fafoua. Et vous le savez très bien, cette région-là est presque en matière de démographie une région qui vient juste après Abidjan, le centre. Je veux saluer le Sassandra 1. Alors, il faut signaler que le Béguet, c'est le département de Poitiers. Donc, c'est très vaste. Et le CPR de l'Anyébi-Tiassa comprend le département de Abbeville, Sikessi, Tabo. Wow. Ah oui, il y a eu l'occasion de retrouver le chaleureux président du Front populaire ivoirien à cette occasion. Donc, merci au CPR de l'Anyébi-Tiassa. À la suite du CPR de l'Anyébi-Tiassa, nous avons le Mon Débat qui est dirigé et fait de maître par le vice-président Ragonta. Oui. Il y a aussi prévu un présent pour le président. Il faut le souligner. Alors, le CPR du Mon-Débat est composé des départements de Danané et Souaounien. Et il a à sa tête le malheureux Bagonta Jean-Baptiste. Oui, il a fait toutes ses classes au Front populaire ivoirien. Depuis sa tendre jeunesse, il a cru en l'intérieur de ce parti, malgré toutes les turbulences qu'il est resté à sa place et il continue de travailler pour ce parti. Merci beaucoup, Bagonta. Après le CPR Mon Débat, nous avons le CPR de la... Le CPR du Progrès, qui est composé du département de Fresco et Sicila, et qui a à sa tête cancer du VP Cancun et Filé. Et le CPR de Boukani est composé des départements de Bouna, Toroko, Nation et Pays. Merci Jean-Baptiste. Le dynamique vice-président Bagonta qui est venu ce matin avec un présent. J'ai vu un bélier que tout un village peut manger. Oui, merci Jean-Baptiste, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, le monde est bas. Toujours. Alors, le CPR de là-bas. Antoinette Poupougno. Oui. Merci beaucoup, Antoinette. Merci beaucoup. À la Merci. suite du CPR de la Macron, nous aurons Abidjan Lati. On disait que maintenant c'est le CPR d'Abidjan Lati. Et Benjamin, qui a à sa tête le vice-président, le parole-adjoint du parti, Yannian Ferti. Et c'est une forte délégation qui est là ce matin. Elle est forte d'une vingtaine de membres. Bah, il a voulu calmer les ardeurs des militants, sachant que c'était au siège. Donc il a demandé que... Nous aurons le bélier 1, conduit par... Oui, Ferdinand, oui, on attend là. Merci beaucoup. On
On va immortaliser le passé. Merci beaucoup. Je disais tantôt qu'après le CPR d'Abidjan-Lagune, nous aurons le passage du CPR du Bélier, conduit par le vice-président Kéka Kofi. Nous aurons le Bélier 2, conduit par le vice-président Voici Maurice. Et CPR Bélier 2, c'est Boni, Botro et Sakassou. Conduit par le vice-président Thiago Thomas. Oui, le district de Yamoussoukro, ce sont les départements de Yamoussoukro, Atibaougou, Titiéfi et Tébissou. À la politique et s'y investissent. Cela fait plaisir à tout dirigeant politique qui comprend les départements de Yamoussoukro, Atibaougou, Titiéfi. La dynamique vice-présidente Diop Chéri qui va conduire le défilé du CPR d'Abidjan-Lagune. Abidjan Sud 2. Abidjan Sud 2 qui comprend les communes de Makori et Trècheville. Abidjan, les deux ça, conduit par le dynamique. Ah oui. On va donner l'occasion au PP Ngueta de se joindre à la délégation d'Abidjan-Lagune pour pouvoir présenter ses vœux au président. Sa région est déjà passée, mais on lui donne l'occasion de venir avec nous. À cette occasion, seulement. Commencez déjà à vous mettre en place derrière. Adonis, qui comprend les départements de Bangoulou, Diokoui, Fakobi, porte-parole du parti, qui sera suivi de remise de cadeaux au président par la présidente de l'OMPI, qui laissera la parole au président du comité de contrôle pour pouvoir commenter ce cadeau. Et à la suite de cette remise, nous allons donner la parole au président du parti pour pouvoir s'adresser à ses militants, à la Côte d'Ivoire et au monde entier. Oui. C'est ça. C'est le CPR d'Abidjan. Ok. Géré par la puissante vice-présidente Massaka. Ok. Alors, donc pour dire, il y aura officiellement le président du parti. Ensuite, le CPR est venu avec un présent. Et là, on vient de nous signaler un présent de Abidjan Centre. Abidjan Centre, c'est Adjamé. Adjamé, Adjamé et Blanc. Adjamé, Adjamé et Blanc. Merci déjà à tous.
à tous les différents CPR qui ont voulu faire suivre Rosa Sandra 2 et comprend les défenses. Celui qui est prêt à tout pour le Front populaire ivoirien. Oui, dont je suis originaire, donc tu vois, voilà, qui donne toujours, dont est originaire le SGA Zozoro. Donc, SGA Larissa, tu vas continuer le temps que j'intègre mon CPR pour donner les vœux au président. Donc, je disais que c'est le tout-puissant CPR qui comprend les départements. Mathias, très dynamique VP. À sa suite, nous aurons de la région de Tarbes, la personne de Iné Dadier, Marius, qui nous a fait honneur en représentant le parti dans la région. Le CPR ne semble pas avancer. Je rêvais que cette région était dirigée. Président Tony Ba, CPR dont est issu le secrétaire général du parti, du parti. Et le CPR San Pedro, ce sont les départements de San Pedro et Tabou qui composent ce CPR. Et qui a à sa tête le vice-président Tony Ba. Ce département, ce CPR nous a donné un fils qui est aujourd'hui secrétaire général de ce parti. Nous avons le vice-président Matana, qui est le vice-président de la région du Tcholobo. Oui, il va vice. Le CPR Abidjan Sud 1, c'est ça? Et quel CPR va suivre? C'est le CPR, les communes de Koumassi et Port-Boué, qui est là ce matin avec une très délégation. À la suite de Abidjan Sud 1, nous avons le ISI, le vice-président Raoul Didier. Le CPRC, ce sont les départements de Bokanda, Tibokou, Voici. Qui a sa tête le vice-président Aouli Yaoudi. Ok, les trois. 1, 2 et 3. Donc c'est toute la... Qui est conduite par le vice-président Kouadi au pays, en l'absence de la vice-présidente qui est hors du pays. Une forte délégation de l'État. Alors, pour les CPR, de pouvoir s'installer d'abord à l'intérieur des SF, de reprendre des places sous les vaches. À la suite de Yopougon, devant défiler le CPR d'Abidjan Centre, qui est conduit par la sulfureuse vice-présidente Basta Catherine, une des vice-présidentes qui font bien au frappe, parce que la tête est pleine.
Jacqueline. Le CPR de l'État du appelé. L'étonné du appelé maintenant suit. Par le vice-président Ekran Diakono. Et quand on parle de l'étonné du appelé, ce sont les départements d'Abankourou, d'Animekro. Le CPR le directeur de cabinet du président est également issu de Ce CPR nous a donné. Merci pour tout ce que tu fais pour le parti. Merci. Et je pense qu'aujourd'hui, il essaiera de satisfaire quelques militants qui sont en train actuellement de voir leur carte imprimée. Alors, cette information est importante. Vous pouvez déjà vous acquérir de vos frais de carte pour pouvoir être identifié dans le fichier des militants du Front Populaire Ivoirien et avoir votre carte qui peut accompagner leur personne. Oui, c'est Pilou. Jeune, mais très ambitieux, très organisé. Il a échoué de près aux législatives derrière. Et tout à l'heure, pendant nos échanges, il a déjà commencé à préparer les projets. Il va maintenant s'avancer. Merci. Merci, Kiko, Taï, toute la grande région. Merci beaucoup. à la suite qui est conduite par le SGA, Dynamique SGA, conduit par une délégation. Et je voulais profiter de la raison pour laquelle il n'est pas là ce matin. À la suite de la Nawa, nous avons le président. À la suite de la Nawa, nous avons le BAC qui est représenté par le SGA, Salomon Eza. À la suite Je disais le Nawa, c'est Guillaume qui n'est pas là ce matin pour des raisons de sang. voir maintenant la région dont est originaire notre président, si du Moronou. Oui, elle a été devant le Moronou. Monsieur l'honorable pays. Alors, le vice-successeur du président du Front Populaire Ivoirien conduit le CPR du Moronou. Je vois là le vice-président Kofi Aka, Koné, Anne-Éric, Madame le maire Rosa. Oui, le Moronou nous a donné vraiment de valeureux fils et filles qui défendent bec et ongles ce parti. À la suite de la région du président, nous allons recevoir le cabinet et le personnel. Le cabinet et le personnel du Front Populaire Ivoirien et du président du Front Populaire Ivoirien. Je vois déjà en place là-bas Aïkou, le Chia Zozoro, les Bono et les partis qui sont en place. Je vois Dédi Arsène regagner ses collègues. Je vois que je sais que Rosa va repartir d'un parti Premier ministre derrière soi. Cette conduite-là n'est pas facile, mais tu es toujours resté sérieux. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. À l'intervention du secrétaire général du parti qui va s'adresser au nom du parti au président pour présenter les vœux. À sa suite, nous allons officiellement remettre le cadre du parti au président. Et ce geste sera fait par la présidente de l'organisation des femmes du Front Populaire Ivoirien. Et ce cadeau-là nous sera expliqué par le président du comité de contrôle. Et à la suite de cette étape, le parti donnera l'occasion au président du parti qui dit ok, le double corps, vous n'étiez pas sur mon conducteur. C'est ce matin. Voilà, merci Fadida, merci Lila, merci aux belles dames qui vraiment sont fourrées au moulin depuis 2 semaines pour la réussite de cet événement.